Désolé pour le titre putaclic, mais c'est une question sérieuse. Imaginez un musulman, à quoi ressemble-t-il? Je vais parier que la réponse instinctive qui vous est venue en tête, c'est peut-être quelque chose comme cette photo ou celle-là. Mais ces photos sont-elles représentatives de l'ensemble des musulmans à travers le monde? Si je tire au hasard un humain sur Terre, et si je vous dis que cet humain est musulman, est-ce probablement à cela qu'il ressemble? Je vous invite à mettre pause pour y réfléchir. À quoi faudra-t-il davantage s'attendre lorsqu'on pense à un musulman? Et pendant que vous réfléchissez, j'en profite pour dire que cette vidéo n'a absolument aucune visée politique. Mon but est de montrer comment réfléchir de manière bayésienne, non seulement dans des exemples théoriques, mais aussi dans des exemples pratiques où notre hooliganisme nous empêche trop souvent de vraiment prendre le temps de la réflexion au calme et à tête reposée. On a tendance à penser que les musulmans sont essentiellement arabes, mais pour en savoir plus, je vous invite à aller voir Wikipédia. Et ça tombe bien, il y a une page qui s'appelle littéralement « Nombre de musulmans par pays ». Et étrangement, non, les plus grandes populations musulmanes n'habitent pas le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Il n'y a environ que 300-400 millions de musulmans dans cette région. Ça fait beaucoup, mais c'est en fait bien moins que le nombre de musulmans en Asie. En particulier, les plus grands pays musulmans sont en fait l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh, suivis ensuite du Nigeria. Et donc en fait, le musulman le plus classique sur Terre, il ressemble en fait plutôt à ça, ou ça, voire ça, qu'à ça. Étrange, non? J'avoue avoir découvert ça récemment et ça m'a vraiment surpris. Je me suis senti à la fois très ignorant et très incompétent. Ignorant parce que je ne le savais pas, et incompétent parce que j'étais pourtant très sûr de mon préjugé erroné sur la population musulmane mondiale. D'ailleurs, on peut voir les chiffres en pourcentage et voir que 62% des musulmans vivent en Asie. Et selon cet autre tableau, la plupart viennent bien des régions autour de l'Inde et de l'Indonésie, puisqu'on y trouve 30% et 13% de la population musulmane mondiale. On en trouve aussi 3% dans l'Asie centrale et 3% dans l'Asie de l'Est. Selon ces chiffres, la partie Moyen-Orient-Afrique du Nord ne contient en fait que 27% des musulmans sur Terre, alors qu'il y en a aussi 16% en Afrique subsaharienne. Puis enfin, on en trouve 2,7% en Europe et quelques brouettes ailleurs. Bon, bien sûr, tous ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, car tous les musulmans n'ont pas exactement les mêmes croyances. Ils ne croient pas tout à fait au même islam. Wikipédia explique ainsi que les pourcentages indiqués ne témoignent ni de la pratique régulière, la ritualité, ni de la foi individuelle, la religiosité des personnes se déclarant musulmanes, mais plutôt de leur attachement à l'islam en tant que composante culturelle et historique de leur identité. Bref, la religion, c'est compliqué. D'après un sondage du journal Le Monde, 17% des Français qui se déclarent catholiques déclarent en fait ne pas croire en Dieu. Et ils sont aussi 26% à déclarer qu'il n'y a rien après la mort. Comme l'explique Christophe Michel dans ce super épisode de Vortex, c'est pas parce que quelqu'un se présente d'une certaine religion qu'il adhère et qu'il coche toutes les cases dictées par, je sais pas, le Vatican par exemple ou le catéchisme. On a beaucoup de préjugés instinctifs sur les religions ainsi que sur ceux qui se déclarent religieux. Mais attention au degré de validité de ces préjugés. Nous fondons souvent nos préjugés instinctifs à partir d'images qui nous sont véhiculées. Or, le marché de l'information dans les médias, dans la vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux favorise des informations plus putaclic et virales qui correspondent typiquement à des informations exagérées, caricaturées, voire manichéennes. Surtout dans certains médias, dans certaines sphères sociales et sur certains réseaux sociaux. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi prêter attention au degré de validité de ces préjugés sur un individu religieux en particulier. Certes, la plupart des catholiques sont croyants, mais visiblement, tous ceux qui se déclarent catholiques ne sont pas croyants. Donc si vous parlez à quelqu'un qui s'identifie à une religion, il serait bien trop précipité et potentiellement malencontreux de conclure qu'il croit forcément en Dieu. En particulier, s'il vous dit qu'il ne croit pas en Dieu, il serait fallacieux de persister à croire qu'il croit en Dieu. L'information qu'il vous a donnée devrait déplacer vos curseurs de Turing, et en l'occurrence, il devrait complètement le déplacer. En fait, si vous prenez un religieux au hasard, le fait qu'il soit religieux ne vous dit pas tout de cette personne. Loin de là, malgré cette information, vous devriez persister à avoir une grande incertitude sur le faciès, les habitudes et même les croyances de cette personne. Et vous devriez être prêt à ajuster vos crédences en fonction de nouvelles informations au sujet de cette personne. Et bien sûr, tout ce que j'ai dit là sur la religion est valable pour tout autre aspect de la personne, comme son genre, son origine ou son faciès. Tiens, en parlant de faciès, pourquoi est-ce qu'on se trompe tant vis-à-vis du faciès probable d'un musulman? Pourquoi notre préjugé instinctif en ce à quoi ressemble un musulman est-il si erroné?
Alors oui, comme on l'a vu, il y a un cliché plus souvent partagé du musulman que d'autres, en tout cas en France. On parle finalement très peu en France des musulmans indonésiens ou pakistanais. Mais il me semble que la confusion entre musulmans et arabes a potentiellement un autre fondement, à savoir cette horrible confusion entre la vraisemblance des données et la crédence des théories. Je ne le répéterai jamais assez, mais la vraisemblance des données n'est pas la crédence de la théorie. Ou plus généralement, la probabilité de A sachant B n'est pas la probabilité de B sachant A. Pour le comprendre, on peut ressortir le tableau de Wikipédia. N'est-il pas un truc qui vous paraît étrange? Quelque chose qui distingue le Moyen-Orient de l'Asie et de l'Afrique subsaharienne? Dans les pays arabes, la très grande majorité des habitants sont musulmans. Ou dit autrement en langage bayésien, la probabilité qu'un individu soit musulman sachant qu'il est arabe est proche de 1. Ou dit encore autrement, si un individu est arabe, alors il est probablement musulman. Cependant, il ne faut pas confondre ces informations avec la probabilité inverse, à savoir la probabilité d'être arabe sachant qu'on est musulman. En particulier, le fait qu'un arabe est probablement musulman n'implique absolument pas le fait qu'un musulman est probablement arabe. La probabilité de A sachant B n'est pas la probabilité de B sachant A. En particulier, dans notre cas, non, la probabilité qu'un individu soit arabe sachant qu'il est musulman n'est pas proche de 1. En effet, comme on l'a vu, sachant qu'un individu est musulman, cet individu est plus probablement d'Asie du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Il ressemble plus probablement à ça ou à ça qu'il ne ressemble à ça. Même si un arabe est probablement musulman, un musulman n'est en fait probablement pas arabe. Ou dit de manière plus fréquentiste, la plupart des arabes sont musulmans, mais la plupart des musulmans ne sont pas arabes. Cette distinction entre la probabilité de A sachant B et la probabilité de B sachant A est vraiment critique à comprendre pour progresser dans la compréhension du bayésianisme. En particulier en remplaçant musulman par donnée et arabe par théorie, on en vient à conclure qu'une donnée peut parfaitement être expliquée par une théorie, mais que cette théorie peut ne pas être crédible sachant la donnée. La grande vraisemblance des données ne suffit pas à rendre la théorie crédible, car la vraisemblance des données n'est pas la crédence de la théorie. Pour vraiment saisir cette distinction cruciale au plus profond de vous-même, je vous invite vivement à longuement méditer l'exemple des musulmans et des arabes jusqu'à ce que la distinction entre la probabilité qu'un musulman soit arabe et la probabilité qu'un arabe soit musulman soit limpide dans votre tête. Vous y réfléchissez? Vous arrivez à trouver comment clarifier tout ça dans votre tête? Ok, parce qu'on va maintenant essayer d'aller plus loin en essayant de comprendre la cause de cette distinction. Pourquoi ces deux probabilités sont-elles différentes? Comment est-ce possible que la plupart des arabes soient musulmans, mais que la plupart des musulmans ne soient pas arabes? Quelle est l'explication bayésienne à ce paradoxe apparent? Eh bien, la clé pour mieux comprendre de façon bayésienne la distinction entre les arabes probablement musulmans et les musulmans probablement pas arabes, ce sont les préjugés. Et oui, je vais finir une vidéo sur les arabes et les musulmans en défendant les préjugés. Cher algorithme de YouTube, je te promets que ma vidéo est purement éducative et qu'elle ne cherche pas à aggraver des polarisations politiques. S'il te plaît, ne considère pas que cette vidéo est politique. Bien sûr, quand je parle de préjugés, je ne parle pas de préjugés instinctifs auxquels on n'a pas réfléchi. On l'a vu, nos préjugés instinctifs sont fortement empoisonnés par beaucoup de pollution informationnelle, surtout sur des sujets clivants ou controversés. Et là, on parle d'un sujet un peu clivant et controversé. Dans ces cas, il faut absolument beaucoup se méfier de nos préjugés instinctifs. Mais ce n'est pas de ces préjugés instinctifs que je parle aujourd'hui. Non, ici je parle des préjugés au sens bayésien. Autrement dit, qu'aurait-on dû juger avant d'avoir collecté des données? Qu'aurait-il été rationnel de préjuger? Dans notre cas, la donnée correspond au fait que l'individu est musulman. Cette donnée est cruciale pour savoir à quoi ressemble l'individu. Mais pour penser de manière bayésienne, il est indispensable de prendre le temps de d'abord ignorer la donnée et de réfléchir à ce qu'il fallait penser avant d'apprendre la donnée. Avant de savoir la religion de l'individu, que pouvait-on penser de son faciès? À quoi ressemble un individu a priori? Quel est le préjugé bayésien à avoir sur le visage d'un humain? Eh bien, si cet humain est tiré au hasard dans la population humaine, il a en fait beaucoup de chances de ressembler à ça ou à ça. Oui, parce que plus de la moitié des humains sur Terre sont typés asiatiques comme moi ou indiens, pakistanais, bangladais. En effet, il y a presque 4 milliards de tels individus sur Terre. C'est beaucoup plus que les 400-500 millions d'Arabes. C'est environ 8 fois plus. Autrement dit, comme 8 est égal à 2 puissance 3,
Sur le curseur de Turing, a priori, on est à 3 bits en faveur d'asiatiques du Sud ou de l'Est par opposition à arabe. On a là un préjugé justifié et extrêmement marqué en faveur d'un individu d'Asie du Sud ou de l'Est. Maintenant que ce préjugé a été assez bien calculé, on peut ensuite passer à la mise à jour du curseur de Turing en exploitant la donnée apprise. La donnée est le fait que l'individu est musulman. Pour savoir comment déplacer le curseur, il nous faut alors calculer le rapport de surprise. À quel point cette donnée est-elle surprenante selon les deux théories? Pour un individu d'Asie du Sud ou de l'Est, la donnée « cet individu est musulman » est assez surprenante, mais elle est en fait aussi très loin d'être délirante. En effet, un tiers des Asiatiques du Sud et de l'Est sont musulmans. On est donc surpris d'un facteur 3. Par opposition, plus de 90% des Arabes sont musulmans. Pour un Arabe, la donnée « il est musulman » n'est pas surprenante. Elle n'est pas garantie, car de nombreux Arabes ne sont pas musulmans, mais elle est très probable a priori. Dès lors, le rapport de surprise, qui dit à quel point on est davantage surpris dans le premier cas que dans le second, est donc égal à environ 3, ce qui est entre 2 et 4, or 2 correspond à 1 bit et 4 correspond à 2 bits, donc 3 correspond à quelque chose comme 1 bit et demi. Voilà qui nous pousse à déplacer le curseur de Turing d'1 bit et demi en faveur de la théorie arabe. De façon cruciale, ce déplacement du curseur de Turing est alors bien plus faible que le préjugé justifié que l'on avait initialement. Au final, le curseur de Turing finit à 1 bit et demi en faveur de Asie du Sud ou de l'Est contre arabe. Autrement dit, d'après nos calculs, l'individu a 3 fois plus de chances d'être d'Asie du Sud ou de l'Est que d'être arabe. Vous voyez ce qui s'est passé? Certes, l'information l'individu est musulman a déplacé notre curseur de Turing vers la théorie arabe. Cependant, ceci ne suffit absolument pas à conclure que l'individu est probablement arabe. Pourquoi? Parce qu'il y avait un préjugé justifié et marqué à avoir sur le faciès de l'individu avant que l'on sache qu'il soit musulman. Quand les préjugés sont justifiablement marqués, et j'insisterai sans doute jamais assez sur l'importance du mot justifiablement, alors la probabilité de A sachant B peut être radicalement différente de la probabilité de B sachant A. Et c'est vraiment le calcul de ce préjugé marqué qui est souvent extrêmement déficient en pratique. On a tendance à s'appuyer davantage sur des préjugés instinctifs qui sont empoisonnés par de la pollution informationnelle, ou parfois, et même souvent en science, à préférer ignorer le fait qu'il puisse exister des préjugés justifiés. Dès lors, on est parfois amené à croire que la vraisemblance des données est forcément similaire à la crédence de la théorie. Mais en présence de préjugés justifiablement marqués, la vraisemblance des données sera potentiellement très différente de la crédence de la théorie. Et en particulier, dans notre cas, ça nous amène à conclure que oui, un arabe est probablement musulman, mais non, un musulman n'est probablement pas arabe. La dernière fois, j'avais parlé des intervalles de crédence et vous avez encouragé à parier sur les intervalles de crédence sur toutes sortes de nombres que vous croisez dans votre quotidien. J'insiste à nouveau dessus, c'est vraiment un effort pédagogiquement très instructif à faire, donc je vous invite vraiment à faire l'effort de parier régulièrement des intervalles de crédence. Pour que ça soit plus stimulant encore intellectuellement, Paul Amblar propose d'en faire des vrais paris, c'est-à-dire que typiquement vous allez proposer des intervalles de crédence à un ami avec une cote qui correspond au degré de crédence de votre intervalle. Donc typiquement si vous avez un intervalle de crédence à 95%, alors ça revient à proposer à votre ami un pari avec une cote à 95 contre 5 et votre ami peut accepter ou non cet intervalle de crédence que vous proposez. S'il accepte le pari, ça veut typiquement dire qu'il pense que votre intervalle est trop restreint et qu'il ne contient pas assez de valeur et que du coup il y a une probabilité supérieure à 5% que la donnée sorte de votre intervalle de crédence. Donc je vous invite vivement à essayer de mettre ça en pratique. Paul Amblar propose même un incitatif économique à jouer ce genre de jeu, par exemple donner de l'argent aux deux. Donc bon, il faut trouver une troisième personne prête à donner de l'argent aux deux personnes pour faire ce genre de pari. Mais je vous invite vraiment à le faire en pratique parce que ça permet vraiment de mieux mesurer notre excès de confiance qui est vraiment quelque chose de critique et sur lequel on est très défaillant en pratique. Et une fois qu'on a mieux corrigé notre excès de confiance, ça permet aussi de mesurer l'étendue de notre ignorance qui a également beaucoup d'intérêt pratique. Adnom Force lui fait la remarque que dans le cas de Tubonia 2, qui est l'exemple que j'ai donné
lors de la vidéo précédente. Pour pouvoir construire des intervalles de crédence aussi optimaux que possible, aussi restreints que possible, qui prennent en compte toutes les informations que l'on a pour être aussi restreints que possible tout en restant à 95% de crédence, eh bien, on pouvait faire des études de toutes sortes de données, notamment quelle est l'évolution du montant collecté par Tubonia 2 au cours du temps. Alors j'avoue que j'ai pas du tout les données historiques, donc malheureusement c'est un peu compliqué, mais si on en croit ces données, on a l'impression que c'est une courbe qui a tendance à se raplatir au fur et à mesure, ce qui est quelque chose de tout à fait prévisible. Et si on prolonge cette courbe, on s'attend sans doute à quelque chose autour de 100 000 euros qui seront collectés par Tubonia 2. Donc j'imagine si je donnais un intervalle de crédence entre 90 000 et disons 130 000 avec crédence 95% si on en croit cette extrapolation. Après il faut faire gaffe parce que sur ce genre de choses il peut y avoir parfois des déclics, peut-être que Antoine Daniel va faire une vidéo et puis du coup ça va faire exploser le truc. Et pire que ça, ce genre de déclic peut faire des effets boule de neige qui peuvent s'auto-amplifier. C'est pour ça que même si ça me semble probable qu'il n'y ait pas de coup soudain, il y a quand même une probabilité qui ne me semble pas si négligeable qu'il y ait cet effet de boule de neige avec quelque chose qui devient un peu fou tout à coup. Et si c'est le cas, le montant collecté pourrait exploser tout à coup. Lorsqu'on a ce genre d'effet boule de neige, on a souvent des distributions qui sont non plus selon des lois normales ou quasi normales, mais on a souvent ce qu'on appelle des distributions à queue épaisse de distribution. C'est pas moi qui ai inventé le nom. Et dans ce genre de cas, en fait, la probabilité des événements extrêmes n'est généralement pas aussi faible que ce qu'on pourrait croire a priori. Donc voilà, donc il y a sans doute un peu d'incertitude sur les valeurs extrêmes du montant qui sera collecté par Tubonia 2. Du coup, si je devais parier un intervalle à 95%, je pense que ça serait vraiment quelque chose comme entre 90 000 et je sais pas, 300 000. Vous prenez le pari à 95 contre 5. Enfin, un dernier truc à dire sur ces intervalles de crédence, c'est qu'ils évoluent à chaque fois que vous avez des nouvelles informations. Et en particulier, là, je suis en train de filmer cette vidéo 2 semaines avant que vous la regardez, quelque chose comme ça. Du coup, vous avez beaucoup plus d'informations que moi. Du coup, en fait, le pari n'est pas tout à fait équitable. Mais ça vient tout simplement du fait que chacun d'entre nous a une vision subjective parce qu'il a ses propres données. Et en particulier, les prédictions du mois d'il y a 2 semaines au moment où vous regardez cette vidéo ne sont pas les mêmes que les prédictions du mois maintenant. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'avais dit que je parlerais du principe de précaution, mais en fait non, j'ai préféré décaler ça à une prochaine vidéo. Vu que j'ai eu quelques retours comme quoi les dernières vidéos n'étaient pas tout à fait comprises ou c'était un concept un peu compliqué et qu'elles avaient aussi moins de vues, je voulais faire un truc à la fois plus tactique, mais également qui revient un peu plus au fondement du bayésianisme et notamment à cette distinction entre la probabilité de A sachant B et la probabilité de B sachant A. Et de façon plus générale, j'aimerais vous proposer d'autres outils pour faire du bayésianisme pragmatique. Et justement, la prochaine fois, on va voir une autre vidéo dans ce genre où on va parler encore une fois de l'importance des préjugés, en parlant notamment du problème des croyances orphelines. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la commenter, à la partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. On appelle cette erreur le sophisme du procureur. C'est un raisonnement très classique, parce que c'est exactement le raisonnement qui est tenu dans chaque étude scientifique, avec analyse statistique fréquentiste, un test d'hypothèse, le calcul d'une vraisemblance, la valeur P, et le rejet de l'hypothèse nulle. Si on part de l'hypothèse qu'elle est innocente, 2 morts subites du nourrisson d'affilée, ce serait trop invraisemblable. Une chance sur 73 millions. On en déduit donc qu'on peut rejeter l'hypothèse de son innocence. Et dans l'hypothèse où elle est réellement coupable, eh bien, c'est sûr que les victimes sont mortes. C'est 100%. Mais, en vérité, ce n'est pas exactement ces chiffres-là qu'il nous faut pour nous faire une opinion sur la culpabilité. Si on raisonne de façon bayésienne, il faut plutôt calculer la probabilité qu'elle soit coupable d'infanticide, sachant que ces 2 bébés sont morts. Vous voyez, c'est l'inverse. Ça, c'est la plausibilité de sa culpabilité. Imagine that you're walking across the campus of some large American university, and you meet a guy, let's call him Tom. You chat with Tom for a few minutes, and you notice that Tom is shy. He's not really making eye contact very often, he's mumbling. And my question for you is, if you had to guess, would you guess that Tom is more likely to be in a math PhD program or in the business school? Let's assume it has to be one or the other. So I don't know what you guessed, but I've taught a class on Bayes' rule a bunch of times, so I can tell you what most people guess, and that is that Tom is more likely to be a math PhD student. The reasoning is that shyness is just much more common in math PhDs than in business schools. And I think this is accurate, based on my experience.
But there's another piece of information that's relevant and that people tend to forget when answering this question, and that is, how many math PhDs are there relative to business school students?